Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Donc je vous propose, je l'appelle un devoir surveillé ou une série de TD comme vous voulez, où je vais essayer de traiter 3 exercices parmi les plus classiques, autrement dit les types d'exercices qu'il faut absolument savoir à faire, disons les yeux fermés, c'est-à-dire les choses de base. Donc je commence par le premier exercice. On vous donne un fil infini parcouru par un courant I. On vous donne le champ créé par le fil infini. Question: la résultante des forces de la place due au champ magnétique créé par le fil sur le cadre. Ensuite, calculez le flux envoyé par le champ magnétique à travers le cadre. Et je peux ajouter une troisième question. Si I est égal par exemple à K fois T, déduire la force électromotrice induite. Déduire la force électromotrice induite. Il m'est venu comme ça à l'esprit cette question. Bien, on commence donc. Première question, c'est la résultante des forces de la place. Donc, voilà, le champ magnétique B, il est suivant. Donc, on va travailler avec la base cylindrique pour simplifier les choses. Donc, voilà, vous avez bien sûr ER, vous avez EZ, et Eθ, il est perpendiculaire au plan de l'écran, c'est un vecteur qui est rentrant. On a B est égal à mu0 I sur 2πr suivant Eθ. Très bien. N'oubliez pas que B ne dépend que de R. Donc on va orienter notre circuit. Il est déjà orienté, on va l'orienter A, B, C, D. Voilà. Donc on va déterminer les forces. Sur la force AB, vous avez E' d de L et vous avez B et rentrant. Donc I d de L vectoriel B, donc ça va vous donner une force qui est dans ce sens-là. Je l'appelle F1. Ici vous avez I d de L, la force elle est rentrant. Donc d'accord, I d de L et prime d de L vectoriel B, ça va être une force vers le haut. Ensuite vous avez I d de L vectoriel suivant EZ, vectoriel suivant Eθ, EZ vectoriel Eθ va être EZ vectoriel Eθ va être suivant moi ER. Donc c'est une rang comme ça. Et bien sûr, la force ici, là, D de L est suivant moi ER, B est suivant Eθ, ER vectoriel Eθ c'est EZ, mais avec un signe moins, ça va être vers l'intérieur. Ici je l'appelle F2, F3 et F4. Donc force sur côté AB. Allons-y, sur côté AB. Dans l'école de force de la place, donc là on va déterminer l'élément de force qui s'exerce sur un élément de longueur. Donc si I d de L, d'après l'orientation d de L directement, il est suivant moins EZ, vectoriel B à la position petit b. Donc là, on va dans la distance B. Donc B à la position B suivant R. C'est ça ce qui est important. Vous voyez que B elle dépend de R. Donc dans chaque cas, il faut préciser la valeur de R. Sur le côté AB, tous les points de côté AB sont à la distance B. Donc ça vous donne moins I, B à la position petit b, EZ vectoriel ER, c'est Eθ. Et donc suivant Eθ. C'est B suivant Eθ. B suivant Eθ. EZ vectoriel Eθ, c'est moins ER avec ce signe moins, donc c'est plus ER. Donc vous voyez bien qu'on retrouve notre force, donc là bien, avec la règle de la main droite, j'ai bien tenu compte de ce sens. Maintenant la force totale, bien il suffit d'intégrer, force totale, ce sera I, il est constant, l'intégral, bien sûr il manque ici D de L, I fois B à la position B fois D de L. J'intègre entre quoi et quoi? Entre A et B. Vous voyez bien. Est-ce que le champ est constant sur tout le segment AB? Oui, tous les points de segment sont à la même distance petit b. Donc notre champ constant est égal à, il est constant, c'est petit b fois la longueur L. Et bien sûr, suivant ER. Donc la force F1, voilà, est égale à I, mu0, I', pardon, ça c'est partout, c'est I', c'est I' qui circule dans le cadre. Donc c'est I' mu0 I sur 2π fois petit b fois grand L suivant ER. Donc voilà la force qui s'exerce sur le côté AB. Bien.
je vais l'encadrer. Très bien. Allons-y. Sur le côté, on va dire CD. Sur CD. Bon, la même chose. La force totale va être quoi égale? Va être égale à moins I' fois le champ, cette fois-ci à quelle distance? À la distance petit b plus, je ne sais pas, on a précisé le cadre des dimensions, de côté 1 carré, de côté A, donc de côté A. Donc je vais ajouter b plus A. Voilà, et bien sûr, il est sur moins ER. Donc ça vous donne direction I', toujours I', donc moins mu0 I fois I' sur 2 pi. Là, il faut faire très attention, facteur de b plus petit a. Voilà, suivant fois L, bien sûr, il ne faut pas oublier, suivant ER. Voilà la force qui s'exerce sur le côté 1 et 2. Maintenant, sur les côtés C et D, vous voyez bien que la somme, on a la somme F. Je l'appelle F2, je l'appelle F2, F2 plus F3 va être égal à 0. Pourquoi F2 plus F3 égale à 0? Parce que tout simplement, la force qui s'exerce sur chaque élément D de L, le champ magnétique a la même valeur, parce que vous êtes à la même position, et les deux forces sont opposées. Vous allez me dire pourquoi F1 plus F2 n'est pas égal à 0, parce que les forces sont opposées. Eh bien là, la différence, c'est que le champ en ce point n'est pas le même en ce point. Alors que ici, chaque élément de longueur D de L se trouve à la même distance. Donc je peux dire tout de suite que la force F2 plus F3 égale à 0. Et donc, on peut déterminer la force totale. C'est cette force plus celle-là. Donc, je vais factoriser par mu0 I' fois L sur 2 pi. Facteur de quoi? Facteur de 1 sur petit b moins 1 sur b plus a suivant ER. Bon, allez, on va mettre en même dénominateur. mu0 I' fois L sur 2 pi. Ça vous donne b plus a moins b, donc ça vous donne a sur b, facteur de a plus b, suivant ER. Donc vous voyez bien que c'est une force. La résultante des forces va être suivant ER, parce que donc le cadre va se déplacer dans ce sens-là. Ah d'accord, parce que cette force-là, toute cette quantité-là est positive, et la force est suivant ER. Donc voilà pour la première question, force de la place sur le cadre. On veut déterminer le flux envoyé par le champ magnétique P à travers la surface du cadre. D'accord? Donc je vais appeler la surface de cadre ABCD. Donc le flux, par définition, c'est l'intégrale de B scalaire D de S. Donc là, il faut faire très attention. Il ne faut pas surtout écrire est égal à B fois S. Hein? Surtout pas, car le module de B n'est pas constant. N'est pas constant sur la surface du cadre. Donc là, il faut faire le calcul. Donc l'intégrale de B suivant Eθ, je vais orienter, je prends un élément de surface D de S que j'oriente dans ce sens-là pour que le D de S soit, donc là je calcule le flux avec cette orientation-là, hein, pas avec le sens du courant. J'ai choisi cette orientation, sinon si vous choisissez ce sens-là, il va y avoir un signe moins. Donc le flux est l'algébrique, peut être positif, négatif, tout dépend de l'orientation de votre élément de surface. Donc ici D de S c'est quoi? Qu'est-ce qui change? C'est Z et ER, donc c'est D de R fois D de Z suivant Eθ. Donc ça me donne l'intégrale mu0 I sur 2 pi D de R sur R fois D de Z, bien sûr, Eθ scalaire Eθ égale à 1. Donc, je sors tout ce qui est constant, mu0 sur 2 pi, l'intégrale d de R sur R, l'intégrale d de Z, Z entre 0 et A, I petit r, il varie entre B jusqu'à B plus A. Voilà, donc le flux va être égal à mu0 I sur 2 pi fois A, ln de B plus A sur A. Voilà le flux du champ magnétique. Là aussi, c'est des choses absolument classiques qu'il faut absolument savoir trouver rapidement. Très bien. J'ai ajouté une dernière question. Par exemple, vous avez calculé ce flux. Maintenant, on vous dit, on remplace ce courant I par un courant variable qui dépend du temps. Imaginons I est égal à K fois T. Déterminer la force électromotrice induite. Eh bien, vous voyez tout simplement la force électromotrice, ce sera moins D de phi sur D de T.
Et puisque le courant dépend du temps, je suis dans le cas d'un circuit fixe dans un champ variable. Donc, ça sera moins mu0 A sur 2pi ln de B plus A sur A fois D de I sur D de T. Donc, voilà la force électromotrice induite. Donc, voilà tout ce qui concerne le premier exercice. Je pense que c'est ça les questions. Voilà. On passe à un deuxième exercice, là aussi très classique et très instructif. Et vous allez comprendre comment déterminer le sens du courant induit, comment déterminer les équations du mouvement d'un circuit lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Donc, ça concerne l'induction. Et l'induction d'un circuit mobile dans un champ statique. On vous prend deux tiges, T1 et T2 identiques, de même masse. La résistance glissante, de résistance R. Glissant sans frottement sur deux rails parfaitement conducteurs. Ils peuvent se déplacer sur des rails. Le bout baigne dans un champ magnétique uniforme stationnaire vertical, un champ constant. Donc là, à l'instant T initial, la tige T1 est animée d'une vitesse initiale V0. Donc vous voyez, il y a plusieurs variations de ce type d'exercice. On peut déplacer celui-là au premier, comme on peut déplacer celui-là au deuxième, en premier. Et les résultats changent. Faites très attention. Donc là, au départ, on va déplacer celui-là et T2 est mobile. Par analyse quantitative, montrer que T2 va se mettre en mouvement et que la tige T1 va ralentir. Donc là, il suffit juste physiquement de montrer ou d'expliquer que si je donne un coup de pouce à cette tige, il se met en mouvement. La résultante, c'est que celle-là va freiner et celle-là va se mettre en mouvement. Et établir les équations horaires et bien sûr l'équation du mouvement. Et on va montrer effectivement par calcul que celle-là va ralentir, que celle-là va se mettre en mouvement. Bien. Donc là, il faut bien expliquer la loi de Lenz. Là, on est dans le cas d'induction, cas de Lorentz. Circuit mobile dans un champ statique. Donc, vous avez deux types d'induction, cas de Neumann, circuit fixe dans un champ variable, et cas de Lorentz, circuit mobile dans un champ stationnaire. Bien sûr, ici, le champ électromoteur, c'est moins D de A sur D de T, je vous rappelle. Et ici, le champ électromoteur, c'est V vectoriel B. Très bien. Comment expliquer quantitativement ce qui va se passer? Donc, au départ, d'abord, à t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? À t égale à 0, vous avez un circuit fixe placé dans un champ statique. Le flux, c'est B fois la surface. C'est une constante. Donc, la force électromotrice égale à 0 et le courant égale à 0. À t égale à 0. Parce qu'il n'y a rien qui bouge et le champ est stationnaire. Si la barre se déplace, c'est quoi le résultat? Si cette barre se déplace, donc la surface, le flux va augmenter. Si la barre se déplace, le flux va augmenter parce que la surface va augmenter. Si le flux augmente, d'après la loi de Lenz, le courant induit doit s'opposer à cette augmentation. Donc, dans le circuit, il va y apparaître un courant induit qui circule dans ce sens, de façon que ce courant induit va créer un champ magnétique B induit qui va s'opposer au champ appliqué et donc diminuer le flux. Donc, flux augmente implique apparition d'un courant induit dans le sens, on va l'appeler A, B, C, D, dans le sens C vers D. C vers D. Maintenant, si le courant induit apparaît dans ce sens, vous voyez bien que ID de L vectoriel P, ça va vous donner une force dans ce sens-là. Donc, il va effectivement freiner la barre T1. Et ID de L vectoriel B, ça va vous donner une force dans ce sens-là. Donc, il va mettre au mouvement F1 et là F2. Donc, vous voyez, celle-là va être freinée et celle-là va être en mouvement. En appliquant uniquement la loi de Lenz. Très bien. Maintenant, on nous demande de déterminer les équations du mouvement. Et toujours dans les équations du mouvement, il y a un canevas à suivre, une méthode. La première, c'est d'orienter le circuit. Et tout va dépendre de cette orientation. Maintenant, supposons que j'oriente le circuit dans ce sens. J'oriente le circuit dans ce sens. Donc, si j'oriente le circuit, je vais mettre le courant dans le sens d'orientation. Ça ne veut pas dire que le courant, réellement, il circule dans ce sens. C'est que, ça veut dire tout simplement, dans les calculs, si je trouve un courant positif, ça veut dire c'est ça le courant, le sens réel du courant. Si je trouve un courant négatif, réellement, il circule dans le sens inverse. On vient de montrer que si le flux augmente, le courant réel, en fait, il va circuler dans le sens inverse. Mais je l'ai fait dans ce sens exprès pour vous montrer que c'est arbitraire.
Une fois que vous avez orienté le courant dans le sens choisi, hein, d'accord, vous allez faire le circuit équivalent. Donc le circuit équivalent, la force électromotrice doit être dans le sens que vous avez choisi. Donc je disais, voilà le schéma équivalent électrique, et bien sûr, il faut orienter aussi la force électromotrice dans le sens, pour que le sens créé soit dans le sens choisi. Donc vous avez E égale à RI. Très bien. Avec ça, on va maintenant déterminer l'équation de chaque tige. Donc si la tige T1 se déplace, quel est le flux? Donc le flux c'est B fois la surface. Je vais indiquer cet axe là comme l'axe des X, bon celui-là c'est l'axe des Y, et l'axe O, celui-là c'est l'axe Z. Donc quelle est la surface balayée? J'appelle X1 la position de cette tige, X2 la position de cette tige. Donc la surface ça sera X1 moins X2 fois L. Voilà la clé de tout. Donc la surface à l'instant T, c'est la longueur fois la largeur. Et la largeur, ce sera X1 moins X2. Très bien. Maintenant, la force électromotrice, par définition, c'est moins D de phi sur D de T. Donc, c'est moins ça. Donc, moins B fois L, D de X1 sur D de T, moins D de X2 sur D de T. Or, à quoi est égal D de X1 sur D de T? C'est la vitesse V1, c'est la vitesse de cette tige. D de X2 sur DT, c'est la vitesse V2, c'est la vitesse de la tige 2. Et donc, je vais déduire que I, le courant induit, c'est E sur R, donc c'est moins BL. Vous voyez bien que le courant est négatif, bien sûr, sachant que V1 va être supérieur à V2. Donc voilà le courant électrique induit. Maintenant, pour déterminer les V1 et V2, on va utiliser les équations mécaniques. Donc ça, on va utiliser les équations mécaniques. Donc j'ai déjà noté tout ça ici. Voilà. Donc les équations mécaniques, c'est fait d'appliquer la deuxième loi de Newton à chaque tige. Donc on va calculer d'abord la force qui va s'exercer sur la tige 1. Donc, la force, je viens de le faire dans l'exercice précédent, c'est I d de L vectoriel B. C'est I, donc I c'est toujours dans le sens qu'on avait choisi, c'est algébrique. I d de L il est dans ce sens, B il est suivant Z, et vous voyez bien que D de L vectoriel B il est suivant EX. Hein, faites attention, si D de L vectoriel B il est dans ce sens-là. Donc ça va me donner BIL en intégrant suivant EX. Très bien, mais n'oubliez pas que le courant est négatif. Donc cette force réellement elle est dans le sens inverse. Donc effectivement la tige T1 elle est freinée. Bon, même calcul pour B2, on va trouver moins BIL suivant EX, et comme le courant est négatif, la force réellement elle est dans le sens EX. Maintenant, j'applique la deuxième loi de Newton. M d de V1 sur d de T est égal, M gamma est égal à la somme des forces appliquées, c'est BIL. Je remplace I par sa valeur. Donc I, j'ai montré que c'est moins BL sur R facteur de V1 moins V2. Et je fais la même chose pour la tige T2. M gamma est égal à la force appliquée moins BIL. Je remplace le courant par sa valeur. Et maintenant, comment déterminer V1 et V2? J'ai des deux équations couplées. Mais c'est très simple dans ce cas-là. Il suffit de poser un changement de variable U égale à V1 moins V2. Et vous allez voir, cette équation-là va devenir une équation de premier degré simple. Je pose d'abord toute cette constante-là est égale à lambda. Donc, 2b carré L carré sur MR égale à lambda. Je fais l'équation 2 moins 3. Donc, l'équation 2 moins l'équation 3. Ça vous donne D de V1 sur D sur DT V1 moins V2, qui est tout simplement U. Donc, D de U sur D de T. Et celle-là moins celle-là va vous donner moins, donc moins 2 fois. Je la ramène de l'autre côté. Ça va être plus 2 fois V1 moins V2. Et donc, je pose tout ça est égal à U et l'équation devient simple. D de U sur D de T est égal à moins lambda U, qui a pour solution U égale à U0 exponentielle moins lambda T. Maintenant, on va déterminer les constantes d'intégration. À T est égal à 0, bien sûr, vous avez U égale à V0. Donc, tout de suite, U c'est V0. V0 exponentielle moins lambda T. Parce que T égale à 0, V2 et T est mobile, V1 égale à V0. Bien. Maintenant, j'ai déterminé U. Maintenant, je dois chercher V1 et V2. Bon, très simple, je reviens à ces équations-là. Et je remplace U par sa valeur, tout simplement. Donc là, j'ai
I, d'après la première équation, c'est moins BL sur R, la résistance du circuit sur R, V0 exponentielle moins lambda T. J'ai la deuxième équation, MD de V1 sur D de T est égal à B est égal à une constante fois U, cette équation-là. Voilà, je trouve un MD de V1 sur D de T est égal à moins BL au carré sur R fois U. N'oubliez pas que tout ça, c'est U, attends, c'est U. Donc, je dois remplacer juste U par sa valeur dans cette équation-là. Et c'est la même chose pour la deuxième équation et intégrer. Voilà. Donc, je remplace U par sa valeur et je trouve D de V1 sur D de T est égal à une constante exponentielle moins lambda T. Et l'intégrale de exponentielle moins lambda, c'est moins lambda exponentielle moins lambda. Voilà. Et je trouve V1 est égal à ce terme. Je vois que B carré L carré sur MR lambda, c'est tout simplement 1,5 fois V0 ici, fois V0. Non, il va rester V0 bien sûr. Et donc il va rester dans ce terme V1 égale à V0 sur 2 exponentiellement lambda T plus une constante. Toujours une constante, parce que je n'ai fait qu'une primitive. Et la constante, c'est les conditions initiales. À t égale à 0, V1 égale à V0. Donc, vous voyez bien que V0 est égal à V0 sur 2 plus C. Donc, C est égal à V0 sur 2. Je factorise par V0 sur 2. Et voilà l'expression de V1. Même chose pour la deuxième. Je remplace le courant par sa valeur. J'intègre et je trouve moins V0 sur 2 plus C2. À t égale à 0, V2 égale à 0. Donc, la constante égale à V0 sur 2. Et là aussi, je détermine l'équation horaire. Donc, vous voyez un peu le principe. Hein? Le principe, c'est toujours orienter le circuit, déterminer la force électromotrice induite, déterminer le courant induit, ensuite passer aux équations mécaniques. Et souvent, c'est la méthode générale pour déterminer l'équation du mouvement d'un circuit placé dans un champ magnétique. Maintenant, j'ai tracé ici comment évoluent V1 et V2 en fonction du temps. Le V1, bien sûr, il démarre avec 0, donc il va tendre vers un mouvement uniforme. Et la tige 2 va se mettre en mouvement. La première, elle va ralentir, après, elle va être en mouvement uniforme. La tige 2 va se mettre en mouvement, et bien sûr, après, elle va être aussi en mouvement uniforme. Et ce mouvement uniforme, c'est V0 sur 2. Donc, les deux tiges à la fin vont se déplacer avec la même vitesse, V0 sur 2. Bien sûr, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Voilà pour cet exercice vraiment très classique et vous avez plein de versions de ce type d'exercice qu'on appelle les rails de Laplace. Maintenant je passe à un exercice sur les ondes électromagnétiques aussi classique aussi. Donc voilà, si on vous donne ici un faisceau laser de puissance 1 MW de section 4 mm2 modélisé par une onde dont le champ électrique est donné par ça. À partir de cette expression, quel est le type de polarisation, quelle est la direction de propagation et donner la relation de dispersion, juste à partir de la forme du champ électrique. Ensuite, montrer qu'elle va se mettre sous cette forme, quelle est la vitesse de phase, commenter ce résultat, déterminer la valeur du champ magnétique, déterminer le vecteur de Poynting et en déduire l'amplitude du champ électrique. Là aussi, c'est un exercice vraiment très classique qu'il faut absolument savoir avant de s'attaquer aux problème compliqué. Bien, si on vous donne le champ de ce type, c'est la direction de polarisation, c'est la direction suivant laquelle le champ électrique est orienté. Donc la polarisation se fait suivant l'axe des X. Quel est le sens de propagation? Donc le sens de propagation est donné par K scalaire R par le vecteur K. Or, vous avez ici K scalaire R est égal à K fois Z. Donc K est égal à K suivant Z. Donc la direction de propagation, c'est EZ. Quel est le type d'onde? Vous voyez bien pour Z constant, le module de champ électrique est égal à une constante, donc c'est une onde plane. Une onde plane, car pendant qu'il se propage, pour Z constant, dans un plan défini par Z égale à une constante, le module de champ électrique il est constant sur ce plan-là, et ce type d'onde, on l'appelle onde plane. Bon, on peut ajouter c'est une onde transverse parce que E scalaire K est égal à 0. Donc, onde plane transverse. Relation de dispersion dans le vide. Bien sûr, K carré égale à oméga sur C. On peut la déterminer en utilisant la relation de dispersion. Bien, là, on vous demande juste de l'énoncer. Mais pour toujours trouver la relation de dispersion, insérez l'expression du champ électrique dans l'équation de propagation et on obtient la relation de dispersion.
Bon, la vitesse de phase, c'est une question de cours là aussi. C'est oméga sur la partie réelle de K. Donc là, le champ il est réel, donc c'est oméga sur K, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Donc, la vitesse de la lumière. Donc là, il n'y a pas de dispersion. Bien, maintenant on nous demande de calculer le champ magnétique. Pour calculer le champ, c'est préférable d'utiliser la notation complexe. Donc bien sûr, si je remplace K par oméga sur C, on arrive facilement à cette expression. Avec cette expression, vous voyez bien que le gradient va se réduire à J fois K, et J, K suivant Z, plus exactement. Et D sur dt va se réduire à quoi? À moins J oméga. Donc chaque fois que j'ai l'opérateur gradient, je le remplace par JK suivant Z. Et la dérivée par rapport au temps par moins J oméga. Relation de Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale à moins D de B sur D dt. Le rotationnel, c'est nabla vectoriel E égale à moins D sur dt fois B. Je remplace le gradient par JK suivant Z et D sur dt par moins J oméga. Et vous voyez que je trouve tout de suite que B est égal, en simplifiant par J, par K fois E sur oméga, EZ vectoriel EX qui est EY. Donc voilà l'expression du champ magnétique. Vous voyez, très facile en utilisant les notations complexes. Maintenant, on nous demande de déterminer le vecteur de Poynting. Oh là là, il faut faire attention. Le vecteur de Poynting, il faut revenir aux notations réelles. Alors, je ne peux pas dire que... Bon, la définition de vecteur de Poynting, je vous rappelle, c'est E vectoriel P sur mu0 ou bien E vectoriel H. Bon, il ne faut pas dire tout simplement c'est l'expression notation complexe de E vectorielle notation complexe de H. Pas du tout, parce que le réel de E vectoriel B, de A vectoriel B n'est pas égal à réel de A vectoriel réel de B. Donc là, je suis obligé de revenir aux notations réelles, c'est-à-dire je dois remplacer E par sa notation réelle et B par sa notation réelle. Bon, dans ce cas, c'est facile. Le produit vectoriel de EX vectoriel EY, c'est EZ, et ça vous donne E0 au carré sur mu0 fois C. Bon, comme remarque, vous remarquez que R, le vecteur de Poynting, il est toujours suivant l'axe Z, positif, se dirige suivant la direction de propagation, parce que cos carré est positif, tout ça est positif. D'accord? Enfin, dernière question, on vous demande de déterminer l'amplitude du champ électrique de cette onde. L'amplitude, là, il faut utiliser la puissance moyenne qu'on vous donne. Donc, par définition, la puissance moyenne, c'est le flux de vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, c'est la puissance moyenne rayonnée par unité de surface. C'est ça la définition du vecteur de Poynting. Autrement dit, la puissance moyenne, c'est la valeur moyenne du vecteur de Poynting fois la surface. Donc voilà un faisceau laser de surface S, de section S. Donc la valeur moyenne du vecteur de Poynting à travers pour ce faisceau laser, ce sera donc ça c'est la valeur moyenne de R, pardon. La valeur moyenne de R c'est égal à E0 au carré sur 2 mu0 fois C. Pourquoi? Parce que la valeur moyenne de cos carré c'est 1,5. Voilà, ensuite la puissance moyenne c'est E0 au carré sur 2 mu0 C fois la surface. Donc fois la surface tout simplement, ici fois S, pi, pardon, pi. Non, il n'y a pas de au départ, j'avais mis pi r carré, donc là, on va écrire directement fois la section. Donc, E0, c'est P fois 2 mu0 fois C, voilà, sur, il n'y a pas de pi. Pourquoi pi? Il n'y a plus de pi, divisé par la section, et vous remplacez, vous allez trouver à peu près 430 volts. Donc voilà pour ces 3 exercices, j'ai balayé un peu le programme de la deuxième partie, avec des exercices de base, des choses absolument à savoir. Bien, j'espère que tout ça va vous aider. N'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos avec vos amis. Bon courage, très bonne continuation et à très bientôt.